Ok, Pigou a écrit des trucs là-dessus, mais je ne me sens pas éclairé quant au fait, est-ce que ce que Pigou raconte est intégrable par la théorie générale, ou bien c'est complètement orthogonal et... C'est pas orthogonal, pas du tout. C'est assez intégrable, ça n'a pas été intégré, mais c'est pas du tout orthogonal, pas du tout. Non, non. Et alors, un mot sur Marx aussi dans le même sens. C'est vrai qu'il y a chez Marx des phrases tout à fait étonnantes et qui sont pratiquement, il se fait que la semaine passée, j'ai un petit peu travaillé là-dessus, je ne résiste pas au plaisir de vous en donner une qui est étonnante. La grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, un chiffre qui baisse constamment en face d'une population industrielle concentrée dans les grandes villes, qui s'accroît sans cesse. Elle crée ainsi les conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l'équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie. C'est vraiment une phrase qui sonne écolo, hein, ça. C'est une phrase qui sonne écolo. Donc il y a des trucs pareils chez Marx. Mais en même temps, ce qui est clair, c'est que quand on prend ces textes synthétiques, il n'y a rien d'autre de ça dans ces textes synthétiques. C'est juste une compréhension qui est fondée sur l'idée que le profit, qui est le moteur du développement, finira. Ça, c'est la loi de la dialectique, hein. Ça se transformera par son contraire. Ce moteur du développement, qui est le profit, finira par se renverser et par finir, par étouffer les conditions même de pouvoir le faire, par l'épuisement de ressources essentielles. Moi, ça me fascine toujours. Je raisonne. Personnellement, ça me fascine toujours de voir que sur moins de 2 siècles, sur 6 à 8 générations, qu'est-ce que ces 6 à 8 générations humaines, on a épuisé tant et tant de ressources et qu'on raconte que l'humanité a encore tant et tant d'avenir, ce qui n'est pas nécessairement sûr. Alors, on a fait un certain tour entre questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, alors on va les prendre. C'était la première 2 tours. Bon, on va commencer à faire, on va essayer d'arrêter à 8h. On va essayer d'arrêter à 8h30. Il nous reste un quart d'heure. Hein? Donc, on va prendre les questions et on va essayer de faire une réponse synthétique, directement braquée sur la question. Donc, je n'ai plus vu les boîtes et les mains. Bon, on peut aller, allons-y. Est-ce que Keynes ne serait pas favorable à un investissement public dans la transition écologique? Ok, donc c'est une question clé. Voilà un beau format de question. Concernant l'impérialisme, quelle était la vision de Keynes? Ça c'est magnifique. À notre époque où on a surtout 2 visions économiques, le communisme et le libéralisme, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils pourraient cohabiter ensemble pour résoudre un certain nombre de problèmes? Cohabiter le communisme et le libéralisme. On a un quart d'heure. Enfin, pareil, je dis que oui. Ah oui, même pareil, il faut aller à... Bon. Oui, Claude, mais je crois qu'il y avait une masse. Vas-y, Claude. Sur une remarque qu'on disait tout à l'heure, il n'y a plus de menace, enfin, il n'y a pas grand-chose qui menace le capitalisme maintenant, comme pouvait l'être l'Union soviétique à une époque. Mais si, évidemment, on vient d'en parler, il y a des choses qui menacent le capitalisme de manière grave. C'est évidemment la crise écologique, ça c'est quelque chose d'important, l'épuisement des ressources, la dégradation du biotope. Mais il y a aussi une autre chose qu'il ne faut pas négliger et qui est encore plus difficilement possible, c'est les futures avancées de la science, où on prenait par exemple des choses comme l'intelligence artificielle, la robotisation à outrance. Ça peut être quelque chose qui va conforter le capitalisme ou ça peut être quelque chose qui va le détruire. Tout dépend de la manière dont ça évoluera. D'accord. Et il me semble qu'il y a quand même le départ des humains qui est censuré. Au niveau du Capital au XXIe siècle de Piketty, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, soit dans les théories marxistes ou keynésiennes, qu'on diminue le temps de travail et qu'on essaye par la même mesure de compenser cette diminution du temps de travail par une diminution des capitaux accumulés dans le privé? Donc, ce que prône Piketty. Ce sont de magnifiques questions synthétiques. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc je peux peut-être prendre la première, parce que c'est très simple, la réponse est oui. Question bref, réponse on en avait brève. une deuxième qui peut peut-être aller vite. Donc ça c'était sur les investissements keynésiens dans la transition écologique. Ah oui. Moi, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, alors l'autre, qu'est-ce qu'il y a? on avait aussi une autre question simple. Enfin simple, ce n'est pas simple. Je pense que c'est Keynes que l'impérialisme a la même vision que Lénine, ou pensait-il que le commerce allait réduire le conflit, enfin je sais pas.
rapport entre Keynes et l'impérialisme. C'est compliqué. On en parlera en buvant un verre. Sinon, ça va nous mener fort, fort loin, ça. C'est compliqué. Keynes éprouve l'Empire britannique, il faut savoir. C'est un sujet britannique, il défend l'idée de l'Empire britannique. Donc, c'est un peu compliqué. En 1936, vous êtes en plein dans la bagarre de Gandhi. Mais bon. Ok, donc ça sera pour le verre. C'est pour le verre, ça. Après, que vous voulez, on avait... Moi j'ai la question aujourd'hui comme menace qui pèse sur l'économie et donc sur le capital dominant aujourd'hui, la crise écologique et puis les avancées de la science, c'est la réponse de Hawkins. Ça dépend de quelle manière on utilise la science. Elle peut procurer le meilleur comme le pire. Et Hawkins, qui raisonnait là en scientifique, raisonnait aussi, je pense, avec son héritage de marxiste qu'il avait été dans sa jeunesse et dans lequel il lui restait des traces, et qui était celle, selon qu'on utilise ces développements technologiques dans le sens d'un profit débridé qui ne cherche que le profit maximum, on ne pourrait arriver au pire. Si au contraire on l'utilise dans le sens des intérêts collectifs, cela peut apporter le meilleur. Sauf que, pour que ce soit utilisé dans le sens des intérêts collectifs, il faut rompre avec cette conception du fonctionnement de l'économie qui est celle dans laquelle on vit et qui reste depuis 2 siècles, celle du capital. Rompre avec le capital, ça en revient à transformer le monde et à le mettre sur d'autres bases. Non plus le profit individuel, quoi qu'on puisse produire, mais la mise au service de cette capacité productive, au service des besoins de l'humanité. Ça ne se fera pas avec des bons sentiments, que ce soit ceux de Van Parijs, que ce soit ceux de Piketty, etc. Tu peux peut-être continuer, Serge, dans la série sur la compatibilité, on va rien voir, ou pas, du libéralisme et du communisme pour une solution innovante. Hein, en gros, c'est un peu comme l'eau et le feu, ça, non C'est-à-dire que ça existe déjà. On peut tenter de mélanger. Enfin, oui, on a insisté sur l'idée d'allocation universelle. Van Parijs qui propose de bénéficier de tous les avantages du communisme, mais en maintenant le capitalisme. Et ce n'est pas pour rien que... on connaît Van Parijs, que c'est le gourou de l'allocation, il y a une tête de gourou. On a une soirée gentille ici, on a encore dit du mal de personne, et qu'est-ce que tu fais ici? Je dis du bien. Allez, voilà, je vais dire trop de bien, donc je vais m'abstenir. Sa réduction du temps de capitaliste vers le communisme. Oui, voie capitaliste vers le communisme. Mais combien ont pensé cela, que en approfondissant le capitalisme, on finirait par arriver au communisme. Négri aussi on a un tel politique impériale qu'on finira par avoir un seul empire qui, du coup, se détruira lui-même pour offrir une nouvelle société. Ce sont là des vues de l'esprit et ce sont là, pour moi, simplement la manifestation et la démonstration que, 1, la pensée, 2, la parole, peuvent se permettre bien des choses, mais que ces choses ne se correspondent pas nécessairement à ce que la réalité propose à son entendement. Et alors, il y avait une question sur la réduction du temps de travail, oui, c'est ça. La réduction du temps de travail, ça me semble c'est bien parce que c'est aussi facile. Comme donc, Keynes, il y a 2 types de livres, les gros et les petits. Les gros sont publiés chez Macmillan. Pour la petite histoire, Macmillan, c'est son copain, ils ont fait leurs études ensemble. Les petits sont publiés à part. Il y en a un petit qui est magnifique, ça s'appelle « Possibilités économiques pour nos petits-enfants ». Economic Possibilities for Our Grandchildren. Il a écrit ça juste avant la théorie générale. Il faut vraiment lire ça. Il dit, ben voilà, dans 100 ans, le niveau de vie par habitant des Anglais, puisqu'il était anglais, ça sera à peu près 66 000 livres sterling par personne
par habitant. C'est juste presque à l'euro près, enfin à la livre près. Donc, mais qu'avait-il ajouté à ça? Il dit, à ce moment-là, comme tout le monde vivra super bien, on n'avait pas tout à fait raison, comme tout le monde vivra super bien, il sera plus nécessaire de travailler autant et on pourra réduire fortement le temps de travail. Alors écoutez jusqu'où il va. Et il dit ça va poser un problème parce que les gens vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer à mourir. Ils n'auront plus beaucoup de travail parce que les machines vont permettre de produire beaucoup de choses. Donc on va réduire le temps de travail et il y aura des problèmes psychologiques. Hein. Par parenthèse, c'est aussi quelqu'un qui est très intéressé par Freud, ils sont tombés. Il y aura plein de problèmes psychologiques parce que les gens vont s'ennuyer massivement. Donc, l'idée d'une réduction tendancielle, comme diraient les marxistes, du temps de travail est très keynésienne. En fait, on aurait pu faire ce choix-là. On aurait pu faire le choix au fur et à mesure que la productivité augmentait. Hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. On aurait pu utiliser ces hausses de productivité pour réduire le temps de travail. On ne l'a pas fait. Ça, c'est un choix que les sociétés ont fait ou pas, selon les cas. Et on a utilisé les gains de productivité pour augmenter les revenus. C'est l'un ou l'autre. Keynes faisait l'hypothèse qu'on utiliserait les gains de productivité pour réduire le temps de travail. On ne l'a pas fait. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, ah oui, à un certain moment, le chômage, comme on l'a dit tout à l'heure, est resté important. Et donc, cette possibilité d'utiliser les gains de productivité pour mieux répartir le temps de travail, c'est quelque chose qui est parfaitement keynésien. Je ne dis pas que ça se fera, c'est une autre histoire, mais c'est quelque chose qui est keynésien. Serge, je réponds rapidement là-dessus à partir de ce que Joseph a dit, hein. Fabuleux, hein, cette prédiction de Keynes des 66 000 livres. 66 000 livres sterling, évidemment. Pour un habitant, mais ça dépend quel habitant. Mais bien sûr. Et là se pose la question qui est celle de la réduction du temps de travail. Alors on peut raisonner en termes d'économistes, keynésiens, pour dire que cette réduction de temps de travail c'était une option et qu'on ne l'a pas choisie. On ne l'a pas choisi, non pas parce que c'était une option possible parmi tant d'autres, mais parce qu'elle ne correspondait pas au mode de production et d'organisation de la création de richesses qui se fondent sur le profit, dans lequel on préfère avoir un volant énorme de chômeurs et faire travailler toujours plus ces travailleurs soumis à des stress qui deviennent des stress intenables, avec des pressions sur les salaires pour maximiser les profits. Ce n'est pas une question de choix théorique ou moral que l'on aurait pu faire et sur lequel on ne s'est pas engagé et que l'on peut regretter qu'on n'ait pas choisi cette voie. C'est un choix qui s'impose par une réalité de fonctionnement de l'organisation de la société et qui empêche en rapport de force pour le créer qu'on puisse s'orienter vers une réduction de la durée du travail. La réduction de la durée du travail, c'est après la Première Guerre mondiale, 8 heures de travail par jour, partout dans le monde. Et pour ça, on a créé l'Organisation internationale du travail, l'OIT, pour que partout, il n'y ait que 8 heures de travail par jour. Là, c'est une réduction drastique. Le choix, mais c'est un choix qui a été induit, non pas parce que là, un cénacle d'économistes et de politiques respectables aurait décidé que c'était la meilleure des options, mais parce qu'il était induit par la pression des révolutions qui partout, en Russie soviétique, introduisaient les 8 heures de travail, ce qui séduisait les travailleurs qui faisaient partout des révolutions. Et pour sauver la baraque du capitalisme, on y a introduit cette réforme par laquelle, pendant un siècle, tous les capitalistes s'étaient ligués, la réduction du temps de travail, la légifération sur le temps de travail, on n'en voulait pas et tout d'un coup on l'accepte. Ce n'est pas un choix intellectuel, c'est un choix induit par une pression et un rapport de force qui l'a fait craindre les possédants que s'ils ne cèdent pas, c'est leur possession elle-même qui s'en irait à volo. Eh bien, je crois que ce sera pas loin. Je voudrais remercier en notre nom à tous les deux orateurs. Je trouve que nous avons une soirée qui doit attirer l'attention, en tout cas des plus jeunes parmi nous, et je pense ici surtout aux étudiants, sur quelques faits importants. Je pense l'importance d'étudier l'histoire. C'est peut-être pas très sexy à la main d'aujourd'hui de dire ça, mais pourtant on se rend bien compte que étudier l'histoire de la pensée, c'est aussi une manière de s'armer pour décoder l'actualité, on l'a vu avec les deux orateurs aujourd'hui.
Le fait aussi que, et je pense que on aura tous ressenti aujourd'hui, s'exposer à une diversité d'idées, c'est certainement une manière de construire une pensée qui est meilleure, et qui est meilleure dans le sens qui est plus riche, qui est plus... c'est pas un jugement de valeur que je fais en disant ça. Et alors, si je peux finir par deux commentaires plus personnels, je trouve que quelque part, pour ceux qui n'ont pas ça encore comme habitude au quotidien pour nos étudiants, vous voyez que, quoi qu'on imagine, peut-être quand on est jeune, la passion peut vraiment venir en lisant. Les deux orateurs l'illustrent très bien. Et on peut vivre une vie passionnante en étant enseignant. Et donc je trouve qu'on a eu aujourd'hui l'avantage d'avoir non seulement beaucoup d'informations et je trouve de très beaux échanges, mais en plus d'avoir un merveilleux moment de passion partagée. Et je trouve que pour ça, on doit vraiment remercier nos orateurs.